On est parti, voilà. Bonsoir à tout le monde, donc aux participants et aux deux intervenantes. Bonsoir. Bonsoir. Donc, alors, crise oblige, donc on fait nos meet-up programmés un petit peu en virtualisé, hein, parce qu'on n'a pas le choix. Donc le sujet de ce soir, c'est le recrutement des développeurs et dans le monde IT aussi, situation et perspective post-Covid. Alors j'ai fait une belle faute, c'est de ma faute. Donc post-Covid-19, donc on va voir un petit peu comment aujourd'hui le marché existe. On voit aussi qu'il y a des tensions au niveau des salaires, il y a des interruptions de postes aussi qui se sont faites et plutôt violemment depuis quelques semaines, et notamment dans les développeurs freelance, mais on va voir avec vous deux si c'est le cas aussi dans des missions longues ou dans les contrats, et comment vous voyez un petit peu les choses aujourd'hui, et aussi une remise en perspective, parce qu'on est mi-juin, enfin même maintenant le 23 juin, et voir un petit peu quelles sont pour vous les perspectives que l'on va avoir, même si en été c'est toujours 2-3 mois un petit peu morts, voir si en septembre on a déjà une visibilité pour septembre et l'automne prochain. Voilà. Donc moi je vais prendre quelques minutes pour présenter un petit peu tout ça. Donc tout d'abord, on remercie nos partenaires, donc ZDNet, qui nous hébergent virtuellement. Voilà, donc à défaut d'être présent physiquement, c'est ZDNet qui nous accueille sur sa plateforme de vidéoconférence. Et notre partenaire sponsor, le CACD2, je n'aime pas ce nom, mais... Un nouveau virus ou... En fait, le CACD2, en fait, c'est en fait la filiale, c'est l'incubateur technologique du Crédit Agricole. Voilà. Faut faire de blagues. Voilà. Donc, ils sont une cinquantaine de personnes, dont 90% de développeurs quand même. Donc, c'est vraiment là où on développe les belles applications bancaires. Donc, merci à nos sponsors qu'il faut toujours remercier avec un certain enthousiasme. Toujours. Donc programmé, donc si vous ne connaissez pas, donc magazine écrit par et pour les développeurs depuis 20 ans. Voilà, donc moi-même je suis François Tonic, hein, j'en suis le rédacteur en chef depuis bientôt 19 ans, 20 ans, 10, ouais. Et on est sur notre 23e année d'existence. Voilà, donc ce qui est déjà pas mal. Alors, moment promo, donc le numéro 241 qui est sorti il y a 2 semaines, justement avec un très bon article de vous deux sur le recrutement, avec un joli titre d'ailleurs, qui ne fait pas référence à un film. Si, tout à fait. Voilà. D'accord, donc ça, je vous laisserai le présenter si vous voulez. On va faire la aussi. Voilà, donc dossier Red Hat OpenShift, hein, donc très très belle plateforme, et un gros dossier autour du freelance pour les développeurs. Donc comment on devient freelance, pourquoi, comment le rester, est-ce le paradis ou l'enfer, ou les deux. Voilà, donc si vous ne connaissez pas la série The Good Place, ça joue entre les deux, et c'est une excellente série que je vous recommande. Voilà, donc on va parler aussi de Kubernetes, Angular et Falcon, etc., etc. Et à droite, notre petit dernier, donc Technosaur, sur les vieilles machines des années 60 à 2000, parce qu'on n'est pas sectaire avec les machines récentes. Alors, l'agenda de ce soir, en fait, bon, il est très très simple, hein, donc on barre déjà mon introduction, qui ne sera pas grand-chose, mais il faut quand même introduire le sujet. Et nos deux intervenantes de ce soir, donc Océane, qui est à ma gauche. C'est moi. Voilà. Et Shirley, donc, qui est à l'opposé, donc qui est à droite. Enfin à gauche. Politiquement voilà. Donc, qui vont être nos deux intervenantes de ce soir. Et puis ensuite, on fait un petit shutdown, hein, parce que tout le monde rentre chez lui, parce que c'est fini. Voilà. Écoutez, moi, je vous laisse la place. Alors, si, encore 30 secondes pour les prochains événements virtuels ou réels. Donc, table ronde DevOps le 7 juillet. Donc, toutes les informations sur programmer.com.
Le DEFCON, alors ce n'est plus fin octobre, mais mi-novembre. On a fixé la date ce midi. Journée spéciale informatique quantique à l'école Epitech, à partir de 10h jusqu'à 20h du soir. Voilà. Donc très très grosse journée quantique au novembre prochain. Et un vrai meet-up, cette fois, physique, à The Coding Machine, près de Saint-Lazare. Donc ce sera le 8 septembre à 18h30 et notre intervenant du soir, ce sera Christophe Villeneuve. Le sujet n'est pas encore défini, mais on va parler sans aucun doute open source. Voilà. Et je vous laisse, je bascule sur les bons slides, si je peux le faire. Et je vous laisse la parole. Hop. Ouais. Donc, Charlie, c'est à vous pour les prochaines minutes. Ok, bon, alors déjà, pour alors on commence déjà par remercier quand même la société Shodo qui nous prête ses locaux pour qu'on puisse justement être côte à côte. Voilà, donc c'est déjà gentil aussi de remercier nos partenaires. Donc moi, je suis Océane Roudier. Donc moi, ça fait une dizaine d'années maintenant que je travaille dans le recrutement et les ressources humaines, principalement dans l'IT. Je suis aussi co-organisatrice de la conférence Newcraft, donc comme son nom l'indique, qui est vraiment sur les bonnes pratiques de développement. Et actuellement, moi, je suis en mission depuis 1 an et demi dans une société qui s'appelle Exomind, qui est une société de conseil et qui est spécialisée dans le développement d'applications web et mobiles et la conduite de projets agiles. À toi. Très bonne présentation. Me concernant, donc moi, pareil, mine de rien, on s'était connus il y a quelques années, on a travaillé ensemble. Donc c'est pareil, ça fait plus de 10 ans que je suis dans le recrutement informatique et maintenant depuis plus de 2 ans que je suis à mon compte en tant que recruteuse indépendante sur divers projets, start-up, grands groupes, développeurs, développeuses, et puis également sur des profils un peu plus capés que j'appelle CTO ou en tout cas tech lead. Et à côté de ça, j'ai aussi une casquette agent de carrière où là, pour le coup, les clients, c'est plus les entreprises, mais les individus qui, on va dire, me sollicitent pour des coachings, pour trouver des opportunités. Donc en ce moment, les 2 casquettes sont à fond la caisse, on va dire. Et ça nous permet, en tout cas, tous les deux, d'avoir quand même un certain éclairage sur le marché de l'IT, son recrutement. Nous ne sommes pas les Didier Raoult du recrutement. On ne va pas vous proposer de remède miracle, ni même de solutions ou quoi. Mais l'idée, c'est vraiment de vous donner une sorte d'état des lieux, que ça soit sur à la fois le marché, l'IT, mais aussi les conseils, les perspectives qu'on pourra vous donner par la suite. Alors, du coup, on a commencé par cette merveilleuse petite photo. Est-ce que c'est la loose en ce moment? Du coup, on a mis, donc la question est vite répondue de ce merveilleux petit mec que vous avez tous vu sur... Autant en rire qu'on a tous vu sur les réseaux. C'est vrai que oui, en ce moment, c'est un peu compliqué. On sort du confinement, on a vécu des choses un peu dures. Les sociétés, c'est un peu la galère dans tous les sens. Et surtout, on arrive à l'été. Et l'été, normalement, c'est déjà une période où il se passe pas grand chose. Donc, la question est vite répondue. C'est un peu la loose. Du coup, aujourd'hui, on a prévu en fait d'aborder plusieurs sujets. Dans un premier temps, déjà, on va parler un peu de l'état du marché, donc faire un état des lieux un peu global de ce qu'on a pu constater. Alors, avant cette crise sanitaire, parce qu'il y avait quand même des grandes tendances, et puis qui s'est vraiment précipité et qui est devenu vraiment concentré ces derniers mois. Ensuite, ce qu'on a pu aussi constater de besoins des entreprises, que ce soit des clients finaux, que ce soit des sociétés qui prennent des prestataires, que ce soit des ESN, voilà, les entreprises au global, quels sont aujourd'hui leurs besoins et quelles sont aussi les attentes des candidats, parce que pour le coup, c'est vrai qu'on a vu vraiment pas mal de choses changer ces dernières années et vraiment ces quelques derniers mois. Et dans un deuxième temps, on va plutôt donc aborder ce qu'on a appelé perspectives et conseils. Du coup, on va vraiment évoquer quels sont aujourd'hui ce qu'on voit comme critères de choix des entreprises. Donc, quelles sont vraiment les constantes et les évolutions qu'on a pu voir. Et puis, du coup, côté candidat,
peut-être comment bien choisir ce qui va vous convenir, sachant qu'aujourd'hui, voilà, il y a une multitude de statuts, de possibilités de collaborer avec des sociétés sur des projets intéressants. Donc faire un peu le tour de tout ça. Et puis enfin, nos tips, c'est-à-dire voilà les petites choses qu'on a vues, que ce soit Shirley qui est vraiment elle sur la partie vraiment recrutement, approche, conseil carrière, et moi qui ai aussi une casquette, on va dire RH, évolution, gestion de carrière vraiment dans la durée. Donc voilà, quels vont être aussi un peu nos petits tips, autant côté entreprise que côté candidat à ce sujet-là. Voilà. Du coup, pour commencer par l'état des lieux du marché. Alors moi, du coup, c'est un peu petit pour moi. Donc, voilà. Donc, ce qu'on s'est dit, c'est que voilà, on allait parler d'abord de ce qui était pré-Covid et ensuite ce qui était post-Covid. Donc, ce qu'on a vu avant avant en gros cette crise sanitaire, on avait un rapport de force qui était clairement inversé. Il y avait beaucoup d'offres, il y avait beaucoup de demandes de la part des sociétés et peu de développeurs. Donc, je pense que voilà, les développeurs l'ont beaucoup constaté. Il suffisait d'avoir un profil LinkedIn, même pas forcément très à jour, même sans photo, même avec des fautes, même complètement à l'arrache, pour recevoir je ne sais combien de messages par jour et pas forcément qualifiés. Enfin bon, très vite, votre boîte pouvait ressembler aussi à une poubelle. Donc ça, c'est ce qu'on avait vu. Au niveau du télétravail, c'était quelque chose qui était rarement envisagé. En tout cas, à Paris, ça commençait un peu à se développer en région, mais c'est vrai qu'à Paris, on nous demandait quand même souvent d'être là. De temps en temps, il y avait une journée qui était autorisée, voire une journée par semaine, mais ça restait quand même toujours quelque chose à déclarer, contrôler, pas le lundi ou le vendredi, des fois qu'on décide d'en faire un week-end prolongé, enfin ce genre de choses. Et enfin, par rapport au profil que les clients demandaient, que ce soit les clients de Shirley pour du recrutement ou nous, les clients, par exemple, chez Exomine, les besoins de nos clients, on nous demandait autant des profils dev que des profils infra, que des profils du coup plus sur de la gestion de projet, du fonctionnel, des Scrum Masters, des Product Owners. Donc c'était assez équilibré. Aujourd'hui, ce qu'on voit, c'est que le marché est plus équilibré, c'est-à-dire que il y a moins d'offres, c'est certain, et il y a plus de développeurs à l'écoute. Alors évidemment, pour différents types de raisons, il y a des personnes qui ont une mission qui s'est terminée, il y a des personnes qui ont une période d'essai qui s'est terminée, d'autres qui, du coup, on devait prendre un nouveau travail et finalement, ça n'a pas démarré. D'autres aussi qui finalement sont posés aussi pas mal de questions parce que mine de rien, le confinement nous a fait aussi prendre conscience de notre vie personnelle, professionnelle, etc. Donc ça nous a aussi poussé peut-être à prendre des décisions. En tout cas aujourd'hui, nous on voit plus de développeurs à l'écoute, typiquement des personnes qui ont pu nous mettre des gros râteaux pas toujours agréables il y a quelques mois, nous réécrivent tout gentiment aujourd'hui pour nous demander on vient de voir votre message, est-ce que vous avez toujours une offre, etc. Donc on voit quand même que les choses ont évolué. Et et tout profil confondu. Il y a autant des juniors que des seniors, des freelances, des personnes hors conversion, des personnes qui veulent sortir d'un gros groupe. On voit vraiment de tout. Donc il y a vraiment du mouvement. Par rapport au télétravail, avec le confinement, il y a eu une sorte d'obligation à se pousser un peu. Alors, est-ce qu'on appelle ça vraiment du vrai télétravail ou est-ce qu'on appelle juste ça quelque chose c'est juste au niveau technologique, parce que du vrai télétravail, ça voudrait dire changer beaucoup de paradigmes. Donc mais en tout cas, le fait de travailler de chez soi, on va appeler ça comme ça, c'est quelque chose qui a été généralisé à 100% au début ou un peu moins. Et aujourd'hui, ce qu'on voit aussi, c'est que certains vont continuer à garder 2 ou 3 jours pour diverses raisons, pour la place dans les locaux, pour pas mal de choses. Mais en tout cas, on se rend compte que c'est quelque chose qui se fait, que les projets ont avancé quand même. Donc c'est la preuve que on peut aussi faire confiance aux gens quand ils sont pas juste devant nos yeux. Donc ça, c'est quand même un grand pas. En revanche, aujourd'hui le full remote et puis du coup tout ce qui va avec, la manière de concevoir et de contractualiser ce genre de choses, on en est encore loin. Ça va, je pense que du coup ça a mis un petit coup de pied dans la fourmilière, ça va avancer, mais on en est encore loin.
Et enfin, voilà, une baisse des offres, enfin, on va dire de la variété des offres. C'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, les profils dev, on nous en demande toujours autant. Après, c'est vrai que voilà, les postes typiquement, parce que je connais moi, infra, on va dire des product owners, des scrum masters, on nous en demande un peu moins parce qu'aujourd'hui, il y a aussi des économies qui sont faites. On voit des scrum masters ou des product owners qui sont à cheval sur plusieurs feature teams. Enfin voilà, on va dire que il y a en tout cas des sociétés qui font des économies sur ces sujets-là, alors que c'était pas du tout le cas il y a quelques temps. Je rajoute peut-être aussi un point par rapport au télétravail, où je dirais qu'il y a eu vraiment aussi un schéma un peu politique autour de ça, aussi bien dans l'entreprise qu'à l'échelle de notre gouvernement. C'est qu'en fait, ça remet beaucoup en question le middle management. Il ne faut pas se leurrer par rapport à ça, leur utilité, leur capacité à command and control de tout un staff. Et donc, c'est pour ça que c'est pas à ce point généralisé, parce que ça remet en question, d'une part, l'utilité de certains jobs, et puis aussi, sur le plan du gouvernement, bah, c'est tout con, mais il y a beaucoup de secteurs, en fait, qui vivent du présentiel en entreprise, que ce soit les restaurants, que ce soit tout un tas d'activités à côté. Et ce qui fait que, mine de rien, c'est pas clairement acté en disant bah tiens je veux aller sur le télétravail. Il y a une communication de presse aussi qui est pas du tout toujours en faveur, parce qu'il y a eu une confusion entre le télétravail actuel et puis aussi le confinement qui n'est pas du tout du télétravail. On a bien remarqué que gérer ses enfants c'est pas du télétravail. Donc tout ça pour dire qu'effectivement il y en a qui jouent sur la vague pour la marque employeur sans pour autant associer derrière tout un tas d'artifices. Ça on en parlera après justement plus tard. Et donc c'est en ce sens où moi je constate en tout cas sur les offres que j'ai, c'est qu'il y a une ouverture, mais on reste encore un peu timide. On va dire que voilà, c'est 2 jours, 3 jours, voire 1 jour, ça se fait, mais le full remote, j'en en vois pas tant que ça. Et étrangement aussi, ça concerne beaucoup plus les freelances, le télétravail, que les gens en CDI. Après voilà, je reviens et je vois, parce qu'il y a eu un commentaire, je reprécise que oui, nous toutes les deux, on travaille majoritairement du coup en Île-de-France, et c'est vrai que c'est par rapport à l'Île-de-France, parce que comme je l'ai précisé au début, il y a des choses qui sont un peu différentes en région, mais c'est vrai que nous aujourd'hui, on n'a pas forcément cette vision-là. Du coup, pour la suite, du coup, alors je vais mettre sur l'autre aussi. Voilà, donc nous, en fait, on a essayé de découper un peu les différentes situations qu'on a pu voir aussi dans les entreprises. En gros, donc bon, on a mis le premier type qu'on a pu voir de société, c'est, on va dire, la loot, c'est-à-dire, bon, ben voilà, baisse du chiffre d'affaires, licenciement économique, on a vu ça, des startups qui se lançaient, certains secteurs ont vraiment été touchés. Donc là, c'est vraiment, on va dire, le premier cas. Après, on a ce qu'on a appelé, alors que je parlais appeler salle d'attente, moi j'ai appelé effet montgolfière, parce que c'était un peu nos deux images. C'est, on va dire, les sociétés qui, du coup, ont été, on va dire, en mode un peu précaution, en se disant, il y a une crise, on ne sait pas ce qui se passe, on va essayer de sauver les meubles, etc. Donc c'est là qu'on a pu voir, par exemple, des prestations qui ont été coupées chez des clients finaux, des décalages d'intégration voilà, dans des sociétés, du gel de démarrage de mission, des fins de période d'essai précipitées. Et donc voilà, moi j'ai appelé ça l'effet montgolfière, parce que en gros c'est ça, la montgolfière, quand elle commence à perdre de l'altitude, on jette des sacs de sable pour essayer de reprendre de l'altitude. C'est horrible, mais c'est trop ça. C'est horrible, mais c'est ça. Et en fait, c'est une stratégie qui, à court terme, peut sauver les meubles, qui permet mais dans l'absolu, voilà, c'est très difficile à gérer, ne serait-ce que par la suite, pour gérer une marque employeur, etc. C'est quelque chose qui reste délicat. Ensuite, on a ce qu'on a appelé du coup les effets d'aubaine, c'est-à-dire que justement il y a eu le marché s'est mis à bouger. Des personnes se sont retrouvées sur le marché, des personnes ont voulu, par exemple, reprendre un CDI pour avoir un peu plus de sécurité, etc. Donc, il y a des sociétés qui ont pu, entre guillemets, profiter de ça. Donc, des clients qui, par exemple, ont internalisé des prestataires, qui ont négocié, du coup, le salaire ou TGM, etc. Bon, voilà. On ne dit pas que c'est quelque chose de positif, mais c'est des choses, en tout cas, qu'on a constatées. Certains ont pu tirer à leur épingle du jeu. Ensuite, on a ce qu'on a appelé supplément d'âme, c'est les sociétés qui, justement, ont utilisé,
sont restées droites dans leurs valeurs et ont fait tout ce qu'elles pouvaient pour continuer à être dynamiques, continuer à prendre soin de leurs collaborateurs, continuer à, s'il y avait des bonnes personnes sur le marché avec lesquelles elles étaient en phase, continuer à se projeter en se disant, si on a une bonne société, on a des bonnes valeurs, quand ça va redémarrer, ça va bien se passer. Et voilà, et typiquement, moi, c'est quelque chose que j'ai vu chez Exomine, là où je travaille en ce moment, où pour le coup, on en a profité pour faire des plans de formation, pour proposer aussi des audits aux clients, pour pouvoir, du coup, d'une part, ça permet aux développeurs de travailler sur des trucs intéressants, alors s'ils sont pas forcément en mission, ça permet aussi, du coup, de montrer ce qu'on sait faire et de préparer aussi la suite intelligemment. Donc, c'est des choses qui sont faites. Shirley a justement travaillé aussi avec d'autres sociétés dont elle parlera tout à l'heure, qui ont continué à faire des recrutements, voire on fait des intégrations en full remote pendant ce temps-là. Donc voilà, il y a eu aussi ces choses-là. Voilà. Et puis après, il y a aussi ce qu'on peut appeler les grands gagnants. En fait, c'est tous ceux qui, on va dire, grâce au confinement, en fait, ont vu leur marché un peu décuplé. Donc, on peut voir, typiquement en France, on peut voir Decathlon. Après, on peut voir aussi des Amazon, etc., qu'on continue à embaucher. Et typiquement, dans la tech, il y en avait aussi vraiment besoin. Après, voilà. Donc, c'est des choses qu'on a vues. Donc, il y en a qui ont tiré vraiment leur épingle du jeu positivement. Est-ce que derrière, en termes de qualité de travail, etc., ça, on aura du recul plus tard. Mais en tout cas, on peut constater que pour certains, ça a été un peu une aubaine, quoi. L'effet d'aubaine aussi, je vais insister un petit peu sur ce point, c'est vraiment des structures, par exemple, qui vont jouer d'un contexte global de crise sans être forcément dans une situation de crise. Et donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire des salaires à l'embauche en disant, non, en fait, là, on va payer un peu en dessous du marché parce que, vous savez, c'est un peu la loose. Ou des TJ, des fois, où c'est du grand n'importe quoi. Moi, je le vois, je me dis, mais what the fuck, quoi. Et donc, en fait, c'est vraiment ce principe de se dire, voilà, on profite d'un contexte où les gens, ils sont vraiment, les gens qui sont dans la loose, eux, ils n'ont pas le choix, ils vont être dans le même lot que les gens qui ont, on va dire, les entreprises qui sont dans un effet d'aubaine. Et comme, en fait, tout est mélangé, avec en plus une communication de presse qui n'aide pas non plus, du coup, elles en profitent, elles tirent leur épingle du jeu un peu à leur façon. Donc, comme on disait aussi en off, il n'y a pas de méchantes et de gentilles entreprises. On va dire que chacun joue avec les cartes qu'elle a en main. Et puis, parfois, les perdants, ce sont les candidats. Voilà. Voilà. Ensuite, je te laisse prendre la parole. Alors, concernant effectivement l'état de marché un peu plus orienté besoin des entreprises, il est clair effectivement qu'en termes de sélectivité, on l'avait déjà même toutes les deux constaté, notamment par rapport au freelance il y a 1 an, où on n'est plus du tout sur la même façon de choisir un staff d'entreprise, dans le sens où avant, on prenait une personne un peu en mode pompier, très rapidement, sans véritablement sélectionner, parce que c'était une mission et on s'engageait pas vraiment avec le collaborateur. J'ai l'impression qu'en ce moment, ça a un peu changé. La sélectivité est beaucoup plus accrue, dans le sens où un freelance, aujourd'hui, on va chercher des recommandations, on va vraiment être attaché à son personal branding, on va vraiment s'attacher aussi à la manière dont il va se vendre et à son réseau. Et donc, quelque part, elles sont plus ouvertes au freelancing, mais pas à n'importe quel prix. Et pas non plus avec les mêmes conditions d'intégration. Donc, elles sont prêtes à quelque part à dire, voilà, j'intègre un freelance comme j'intègre un salarié en CDI. Je suis bien partante, moi, entreprise, pour qu'ils aient les mêmes conditions, les mêmes avantages sur pas tous les avantages, bien évidemment, on n'est pas non plus dans le monde des bisounours, mais en tout cas, il est clair qu'elles sont prêtes à le faire, mais pas en prenant, entre guillemets, une personne qui n'aura pas fait preuve à la fois sur le plan comportemental et technique de compétences, en tout cas, pour le poste. Et donc ça, c'est vrai que depuis une petite année, quand même, on le voit. Et puis également sur la partie... quand je disais justement, quand on le mettait là justement sur le slide, la partie recommandation, implication, vision macro, c'est qu'on attend un peu justement des gens qui sortent un peu de leur bulle technique, c'est des gens qui vont parler que tech, ça va être parfois un peu un élément on va dire, de fermeture d'esprit. On attend à ce que les gens un peu parlent produit, surtout quand ils arrivent dans un contexte startup, quand ils arrivent dans un contexte d'entreprise où on attend d'eux justement qu'ils comprennent le besoin utilisateur. Voilà, c'est la fameuse vision, en tout cas, macro. Ensuite, concernant les stacks, ça c'est clairement un effet aussi. Oui, c'est le point que je voulais dire juste avant, je suis désolée. La partie sélectivité, elle est d'autant plus accrue aussi dans un contexte d'incertitude. Quelque part, il y a un peu une sorte de reboot de staff et il y a un côté, on ne veut pas faire les mêmes erreurs ou en tout cas, on est prêt à recruter mais en douceur. Donc, c'est ce que j'appelle, c'est pas en marche, mais le recrutement
des petits pas. Donc, il y a un petit côté, on recrute pas beaucoup de monde, mais les bonnes personnes, quoi. Et c'est vrai que là, je constate effectivement que la sélectivité, elle est beaucoup plus forte aussi par rapport à ce contexte d'incertitude. La gestion de risque, déjà, en France, c'est un problème. On a peur de prendre des risques dans tous les sens. Là, c'est encore plus fort, quoi. Et donc, du coup, le recrutement, le casting, faire les bons choix, je le constate, est assez fort. En tout cas, ils prennent le temps, le process, il est beaucoup plus long, etc., etc. Concernant les stacks, alors, je sais pas ce qui se passe. C'est vrai qu'on voit beaucoup côté secteur web, en tout cas, start-up, l'environnement JS qui prend beaucoup d'ampleur, le PHP étant un peu relayé au second plan, en tout cas en termes de mainstream, un peu stable, etc. Et puis le Go et Python aussi dans des concepts un petit peu plus d'architecture distribuée qui prennent un petit peu plus sur le devant de la scène. Alors ça, vous expliquer pourquoi, j'avoue. Il y a certainement aussi des effets un petit peu, on va dire, de mode, mais il y a aussi, ni plus ni moins, des stacks aussi qui ont bien évolué avec le marché, qui sont plutôt bien à jour, qui ont, on va dire, aussi des écoles, en fait, qui permettent de former beaucoup plus, en tout cas, sur ces sujets. Donc, je pense que ça a un effet, du coup, puissant, en tout cas, sur ces stacks-là. Et puis après, effectivement, les rôles attendus, donc ça, surtout sur les aspects, on va dire, purement CDI. Je vois beaucoup de postes demandés qui sont des postes de team lead, du VP, tech lead, où on attend un background technique, certes, mais des gens, en fait, qui sont capables, à un moment donné, de faire du mentoring, de la formation, et puis aussi de gérer les individus. Donc, souvent, le CTO, il n'a plus le temps. Il arrive sur des sujets un peu stratégiques où il est en lien avec le codir ou quoi que ce soit, et donc il se retrouve à être un peu dans un staff abandonné, et d'autant plus dans un contexte remote où c'est vachement important de maintenir le lien, d'être dans une interaction continue avec les équipes et leur évolution, leur intégration. Et je constate que c'est un poste qui prend de l'ampleur beaucoup plus qu'avant, dans le sens où les équipes, elles ont besoin justement d'avoir une sorte de vision qui est descendante, une sorte de management de proximité, sans pour autant qu'il y ait toujours des fois des aspects hiérarchiques, mais en tout cas, je vois que c'est un peu le CTO avec le grand T, en fait, et ça prend le terme de VP ou de tech lead. Ça dépend après des contextes, petite entreprise ou plus grande entreprise. Donc, tout ce qui est management mentorique, je l'entends beaucoup, en tout cas en termes de valeur attendue sur les postes à pourvoir. Et puis après, effectivement, sur les besoins, c'est surtout des devs, comme tu le disais tout à l'heure. C'est vrai que les PO sont, je sais pas ce qui se passe, sont un peu relayés au second plan. Certainement qu'il y a des roadmaps qui ont sauté en l'air avec pas mal de projets qui ont été arrêtés. Et donc peut-être qu'il y a un petit côté plus focus sur le delivery que véritablement sur l'idée de dire, tiens, là, on va reconstruire une roadmap, poser des jalons, etc. Il y a un petit côté, d'abord, court-termiste, on délivre et puis on verra ce que ça deviendra par rapport au market fit ou au marché. Et donc, du coup, oui, ça c'est tout. Ouais. État de marché, attendre des candidats. Alors là, les entreprises, si vous m'écoutez, si vous êtes devant ce meet-up, clairement, il y a des attentes vraiment qui ont été révélées par rapport à un équilibre vie pro, vie perso. Le confinement a révélé beaucoup d'incohérence et de douleur en fait par rapport à des entreprises qui n'ont pas pris assez en considération ces points-là, que ça soit à un moment donné, ton travail ça s'inscrit dans un schéma familial et il y en a beaucoup en fait qui ont eu vraiment des problématiques en tout cas à gérer les enfants, à faire du temps partiel, etc. Des fois, il y en a certains, ils ont eu des périodes d'essai qui se sont arrêtées parce qu'ils pouvaient pas justement être sur les horaires attendus par rapport à l'entreprise. Et donc, il y a eu des grosses déceptions de leur entreprise sur la gestion justement de cet équilibre vie pro, vie perso, qui a été un révélateur de la culture d'entreprise et puis aussi un révélateur finalement de ce qu'on appelle l'humain au centre de l'entreprise, où finalement, il a été plus à côté à la maison et au final, il n'a pas trop été écouté. Il disait au secours, tu m'entends, et puis au final les boîtes elles ont dit on n'est pas là. ça a coupé quoi. Donc là c'était vraiment une ambiance particulière. Moi j'avais des gens en agent de carrière qui me disaient mais franchement je pige pas, je me mets en veille parce que là je suis vraiment déçue de mon entreprise, et c'est un besoin très fort qui est ressorti là après confinement, c'est de dire à un moment donné on nous a mis enfermés, ça nous a permis aussi de réfléchir un peu à ce qu'on veut faire pour après. Et donc de aussi partir en province, en région, avec cette volonté justement qui s'associe plutôt bien avec le remote, de dire si j'ai quelques jours en présentiel, autant que je m'éloigne un peu, donc c'est pas forcément en région, mais ça peut être habitant en banlieue ou ce genre de choses. Et donc il y a beaucoup d'entreprises qui ont en tout cas bien entendu cela, et du coup ça fidélise, parce que mine de rien, de prendre en considération cela, ça permet à un moment donné de gagner aussi en sérieux en tant qu'entreprise et en fidélité collaborateur. Donc ça, c'est une vraie demande en tout cas des candidats.
Et puis après, il y a eu aussi les freelances. Est-ce que je me lance pas? J'ai eu beaucoup de demandes dans ce sens-là, pour plusieurs raisons. Déjà, d'une part, le sentiment que le marché ne protège pas, le CDI ne protège pas. Beaucoup de personnes en structure ESN se sont retrouvées avec des fins de PE en se disant, mais en fait, je suis en CDI, mais what the fuck, j'ai pas de trésor comme un freelance et je me retrouve à poil sans job. Donc franchement, ça a été pour certains une sorte de violence parce que mine de rien, tu te retrouves chez toi avec une lettre à distance qui te dit ciao, bye bye, bonnes vacances. Donc ça a été quand même supra douloureux. Il y en a beaucoup qui m'ont dit à un moment donné, mais en fait, autant que je me mette à mon compte, au moins c'est moi l'employeur et j'y vais. Et puis mes missions, si mon ESN me trouve pas de mission, autant que j'aille les chercher moi-même. Donc il y en a beaucoup en fait qui se sont dit, voilà, je me pose la question de vraiment me mettre à mon compte et de vraiment gérer mon business en fonction de mes contraintes personnelles aussi, donc ça rejoint un peu le premier point aussi, et en fonction aussi, ni plus ni moins de la gestion avec un employeur, le sentiment d'appartenance qui est parti quoi pour beaucoup d'individus. Et à l'inverse, de mon côté, moi qui suis vraiment du coup plutôt en interne dans une société, il y avait aussi des freelances qui justement aussi par rapport à cet équilibre justement vie pro vie perso ont eu ce besoin aussi d'avoir un peu plus de sécurité et qui eux pour le coup il n'y avait pas aucune possibilité de leur proposer un CDI il y a 6 mois et aujourd'hui se sont rendus compte aussi que voilà au cas où il y a une autre crise de ce type c'est quand même pas mal d'avoir un CDI, avoir une mutuelle, avoir tout ça, avoir ce genre de choses voilà donc ça, en tout cas, ça a bougé, mais on va dire la question autour du freelancing. Et là, je pense que du coup, le dossier dans le programmé de ce mois-ci, et je pense que c'est vraiment à lire. C'est que voilà, en tout cas, si on se lance ou si on se lance pas, c'est plus tout à fait pour les mêmes raisons qu'il y a 5, 6 ou 7 ans. Voilà, donc ça, c'est assez intéressant à constater aussi. Après, il y a effectivement le principe de contributeur social dans le sens où d'intervenir sur un projet qui a du sens sociétalement parlant, mais aussi qui a du sens au sein de l'entreprise. C'est-à-dire à un moment donné à quel moment je suis utile pour les autres, pour la transmission du savoir, pour l'évaluation des personnes, pour faire grandir les équipes, pour participer au recrutement, coopter. Donc il y a vraiment aujourd'hui ce besoin quelque part pour beaucoup de personnes seniors, je dois l'avouer, de transmettre, de donner un petit peu ce qu'ils ont réussi à avoir en étant dans leur parcours professionnel ou ce genre de choses. Donc j'ai appelé ça contributeur social, on pourrait l'appeler autrement, mais l'idée c'est ça, c'est de se dire, ils arrivent à un stade de projet de carrière où à un moment donné, ils ont envie de donner du sens aussi par rapport à ce qu'ils ont appris et ce qu'ils veulent transmettre. Et à ce niveau-là, je voulais aussi parler un peu des modèles d'entreprise et de nouveaux modèles qui émergent. Alors ça peut être, on va dire, des sortes de collectifs de freelance qui vont du coup mutualiser certaines choses. Ça peut être aussi des sociétés comme là aujourd'hui, nous on est hébergé par Shodo. Il y en a d'autres, type Codeworks, etc., qui aujourd'hui ont des modèles où en fait il y a une sorte de redistribution de la marge en fait. Alors ça, moi je connais pas trop le micmac, mais voilà, à des personnes pour justement, en gros, quand la société marche bien et si on donne tous, tout le monde en bénéficie. Le but c'est qu'on se dise pas à un moment que quand on est dans une ESN par exemple, on travaille à fond, mais c'est surtout les patrons qui s'en mettent dans la poche. Donc on voit aussi ce genre de choses où on se dit si on est ensemble et qu'on doit s'apprendre des choses les uns les autres, autant qu'on en bénéficie tous. Et c'est vrai que je pense que on va voir de plus en plus aussi ce type de société un peu annexe, justement qui va arriver, qui va proposer un nouveau modèle qui va avec aujourd'hui ce qu'on veut de durable, de responsable, etc. Et sur le dernier point, c'est un phénomène aussi, je pense que pas que dans la tech, mais vraiment partout, où il y a un petit côté, ok, là c'était la crise, vous avez pu faire ce que vous avez pu faire, vous n'avez pas vraiment le choix, mais quand même, il y a certains sujets qui ont été vraiment balayés en mode sous le tapis, puis quand ça reprendra, on oubliera. Il y en a plein de personnes, en fait, qui n'ont pas oublié, qui se sont fait des listings en off des personnes qui ont rompu les PE, qui se recommandent plus ou moins des entreprises aussi entre elles, en se disant, à tel endroit, le management, il est toxique, à tel endroit, je te conseille pas forcément d'y aller pour telle ou telle raison, même par rapport aux freelance aussi sur les retards de facturation, ce genre de choses. Donc, il y a un petit côté, au final, tous ces sujets-là n'étaient pas
un peu comme dans un mariage en fait. Hein, quand tout va bien, on voit pas le problème, c'est quand c'est la merde qu'on se rend compte finalement avec qui on vit. Et j'ai envie de dire que c'est presque pareil pour beaucoup de collaborateurs en fait, où c'est dans ces moments-là qu'ils ont vu vraiment le visage de leur entreprise, de leur management. Et en fait, ils oublient pas. Autant dans un contexte où ça va bien, on peut vite passer à autre chose parce qu'on a retrouvé un nouveau job. Autant quand on est en mode salle d'attente, à rechercher, à postuler, on la ressent la douleur, quoi. Et c'est vrai que les boîtes qui ont du coup été un petit peu en mode c'est bon, là je fais n'importe quoi, mais ça sera oublié demain. Je peux vous dire qu'il y en a plein qui ont votre nom en tête. C'est vrai. Voilà. Nous, non mais c'est vrai qu'on passe quand même pas mal de temps sur les réseaux sociaux et on a pu vraiment voir pendant justement cette période de crise sanitaire, on a pu voir vraiment passer, ça y allait, quoi. Ça a bien balancé. Et malheureusement, c'est vrai que, comme on l'a dit dans notre article, prendre ces décisions-là, sur le moment, ça paraît bien pour le bien de la société. Mais combien de temps derrière il va falloir, justement, pour reconstruire cette image employeur, etc., à nous, pour reconstruire des équipes, ce genre de choses. Donc ça, c'est vrai que ça s'oubliera pas aussitôt. Donc ensuite, on passe à la deuxième partie. Donc, perspective et conseils. C'était plutôt toi qui avais commencé. Du coup, c'était, je sais plus comment on avait dit. Alors, perspective et conseils. Donc là, c'est pareil. On dresse un petit peu presque, pas forcément post-Covid, mais de façon beaucoup plus globale, on va dire. Moi, je constate des structures, alors pas toutes, mais clairement, je préfère quand même le dire aussi en amont, qui ne sont beaucoup moins attachées à une stack technique donnée. C'est-à-dire que par exemple, une personne qui maîtrise la dernière version de Java ou de PHP, elle s'en cogne totalement. Dans le sens où maintenant, c'est est-ce que tu maîtrises bien les paradigmes? Est-ce que tu maîtrises bien les fondamentaux techniques? Est-ce que tu es capable de basculer d'une technologie à une autre dans un même paradigme de langage, on va dire? Donc, par exemple, sur un écosystème data, ça peut être comme du Python, ça peut être du Spark, du Scala. L'écosystème Ops, c'est très large aussi. Ça va de l'infra-ingénierie système jusqu'à tout ce qui va être autour du CI/CD. Donc, c'est vraiment, le cloud, tout ça. Est-ce que ton écosystème, quelque part, tu as une culture générale dessus? Est-ce que tu maîtrises plus ou moins les fondamentaux techniques? Et moi, je vois beaucoup de structures qui savent qu'elles ont une stack technique un petit peu, des fois, exotique, pas courante, qui sont prêts à prendre des personnes qui viennent d'un autre écosystème et qui sont capables de basculer d'une stack à une autre. Alors, encore une fois, je dis que c'est pas toutes. Beaucoup, typiquement, dans le monde ESN, qui sont encore restés peut-être un peu encore en mode tribu ou du coup, qui vendent encore sur les buzzwords, elles vont peut-être pas du tout avoir mon discours et dire, nous, on recrute du Java et puis par ailleurs, ça recrute du .NET ou ce genre de choses. Mais je constate que dans le monde, en tout cas, startup qui se veut une vision produit logiciel, la notion vraiment de dernière version technique, c'est pas leur sujet. C'est à un moment donné comment tu mets la technique au service de ton produit et comment tu arrives à montrer que tu maîtrises ton sujet à travers la culture générale, comme je viens de le dire, mais aussi comment, à travers ton histoire professionnelle aussi, tu as réussi à faire des choses qui vont dans le sens de ce qu'on a envie de faire aussi, quoi. Et ça va après avec mon deuxième point, qui est effectivement une vision un peu business, métier, produit. C'est comment tu te poses les bonnes questions, comment tu réfléchis aux contraintes. Alors je dis pas que la personne elle doit avoir toutes les casquettes de la planète, en mode je suis product owner et tech, mais quand même c'est qu'à un moment donné on peut être un très bon tech et se poser aussi les bonnes questions sur les aspects business. Et je constate que les entreprises des fois m'ont recalé des candidats en me disant ils parlent trop tech. Moi je veux quand même quelqu'un qui à un moment donné me dise pourquoi il utilise tel langage, en quoi ça a un sens par rapport au business, en quoi à un moment donné ce qu'on fait ça l'interpelle sur l'architecture, sur ce qu'on. Donc c'est vraiment un esprit critique en fait qui clairement dans l'artisanat logiciel, dans le software craftsman, c'est de se dire à un moment donné en quoi le produit il va dans le bon sens par rapport à la technique qu'on utilise et donc du coup les pivots technologiques se font quand même assez rapidement, surtout sur la stack JS. Pour le coup, je pense que là je vous apprends rien, où ça va très très vite et donc les entreprises attendent ça en fait. Vraiment, c'est des personnes qui ont ce fameux supplément d'âme, qui sortent de leur bulle un peu technique, qui sont capables de justement allier une vision business comme une vision technique. Après, sur les soft skills, c'est pareil, là, on y met un peu tout et n'importe quoi là-dedans, mais c'est surtout sur un aspect plutôt comportemental, c'est qu'en fait, beaucoup de structures ont constaté qu'à un moment donné, le problème n'était pas technique, mais le problème était humain, et des fois, il suffit d'un ou d'une personne dans l'équipe pour que ça pète complètement le projet. Moi, j'ai vu des startups s'écrouler parce qu'il y avait soit un management toxique, soit une personne qui, justement, ralentissait, et ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez, mais il y a aussi ces gens on parle du
TEDx ingénieur, mais il y a aussi moins TEDx, je sais pas comment on pourrait appeler ça, mais qui ralentissent vraiment l'activité. Et en fait, il y en a certaines qui aujourd'hui évaluent aussi beaucoup sur un moment donné la capacité à la personne à se poser aussi des bonnes questions, à se remettre en question, à un moment donné aller un peu sur le fait qu'elle ne sache pas, parce qu'il y en a plein aussi, on parle du syndrome de l'imposteur, ceux qui à un moment donné savent mais se dévalorisent. Et puis, il y a l'autre aspect, ceux qui pensent tout savoir, et puis, voilà. Et ça, il y en a beaucoup, mine de rien, on n'en parle pas aussi, hein. C'est un autre syndrome qui est un peu problématique dans les équipes. Et c'est vrai que dans les évaluations techniques aussi, il y a un petit peu, cette volonté aussi, à un moment donné, d'évaluer le comportemental, de savoir un peu si la personne, elle est capable, de dire qu'elle ne sait pas et comment elle va chercher la connaissance. Ensuite, contrainte et adaptabilité. Donc ça aussi, c'est pareil, on parle d'agilité des entreprises, et c'est vrai que les entreprises, elles attendent aussi de l'agilité quelque part des futurs recrues, c'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a des postes qui sont plus ou moins, on va dire, capés, pensés pour, par exemple, du remote, et d'autres beaucoup moins. Par exemple, je vais donner un exemple, je sais pas, CTO, un full remote, c'est pas toujours évident, dans le sens où on attend quand même que qu'il y ait de l'adhésion de l'équipe au CTO, qu'il y ait à un moment donné, peut-être sur un laps de temps au début de la prise de poste, que la personne se fasse connaître ou ce genre de choses. Et donc du coup, des fois il y a des personnes qui vont se dire, non, moi je suis pas du tout flexible, ça sera full remote, je veux pas savoir, mais par contre je vise des postes de management ou qui demandent justement un peu plus peut-être de présentiel ou ce genre de choses. Et c'est vrai que des fois les choix se font sur justement à un moment donné, tu connais le contexte, tu connais un petit peu les besoins, tu sais qu'en ce moment c'est pas évident pour tout le monde. Alors je dis pas qu'il faut baisser de moins 20% de tout salaire, hein. C'est pas le message, mais c'est vrai qu'il y en a certains qui vont montrer justement une sorte d'ouverture, que ça soit du statut, que ça soit des fois aussi du salaire, sur la capacité, que ça soit sur le flex remote, géographique. Du multisite, typiquement, c'est des choses qu'on voit beaucoup pour des postes à forte valeur ajoutée. Et donc, du coup, ça fait qu'au final, des fois, elles vont choisir sur la personne qui se montre la plus agile dans sa manière de percevoir le poste pour le futur. Et enfin, dernier point qui est beaucoup négligé, mais en même temps, ça, c'est pas évident aussi de le mettre sur la table, mais c'est vrai que le réseau et la recommandation jouent beaucoup pour surtout des postes où, à un moment donné, il faut mettre un beau portefeuille financier sur la table et des responsabilités. Elles vont chercher la recommandation, en fait, dans le sens où il y a de la recommandation officielle, c'est-à-dire que vous êtes candidat, vous donnez vos recommandations. Puis il y a la recommandation sauvage aussi, où parfois elles connaissent un contact en commun, que ça soit dans les réseaux, dans les meet-up ou ce genre de choses. Et donc du coup arrive le moment où elle se trouve à se dire je tiens, là j'ai eu une mauvaise recommandation, j'ai eu des mauvais échos 2-3 fois, donc du coup la personne clairement je vais peut-être pas la pressentir sur ce poste, et je vais plutôt prendre une autre. Alors du coup par rapport à ta remarque Philippe, c'est vrai, je suis bien d'accord, mais quand je parle de choix vraiment d'une personne à une autre, aujourd'hui c'est pas encore acté pour beaucoup de boîtes. Le full remote pour des structures qui sont très technophiles, c'est pas un débat, que ça soit Elastic, plein de boîtes, etc. Et pour d'autres où c'est encore un peu mentalité bien à la française, etc., elles vont se dire à un moment donné, encore on tâtonne un peu sur le sujet, on n'a pas encore tous les outils installés, on n'a pas encore vraiment la culture aussi, le shift culturel n'a pas encore été fait. Donc du coup, elles vont parfois se dire, sur ces postes-là en priorité, je veux quand même quelqu'un qui soit présent sur place. Donc, ça, c'est une réalité encore pour beaucoup de postes que j'appelle à responsabilité, management, business, ce genre de choses. Alors oui, par rapport effectivement au tech en global, en tout cas, donc ça c'est plus effectivement des conseils qu'on donne qui sont un petit peu évidents comme ça, mais c'est important, je pense, de les rappeler, c'est qu'effectivement la valeur du questionnement, quand vous avez une opportunité en face de vous, elle est très très importante, même si ça prend du temps, même si c'est pas vous le recruteur et c'est lui qui pose des questions et vous êtes un candidat, vous avez le droit de poser vos questions et de les préparer en amont et vraiment faire en sorte qu'à un moment donné vous révélez comment, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment dire, mais vraiment les red flags et tout ce qui va être autour de la stack, l'orga, et c'est triste ce que je vais dire, mais il y a beaucoup de recruteurs qui ne savent pas ce qu'ils recrutent. Ça, c'est une réalité. Des fois, ils mettent un tech lead, c'est un CTO. Des fois, ils te mettent un dev junior, en fait, c'est un senior. Des fois, ils mettent, je sais pas, des titres de boss. Tu fais, mais non, c'est pas ça, en fait. Donc, du coup, le questionnement, ça vous permet vraiment déjà d'une part montrer que vous avez l'intérêt pour le poste, de montrer à un moment donné que, vous connaissez aussi votre sujet et de montrer clairement,
que vous ferez le filtre, en tout cas la sélection entre un poste et un autre, et ça vous évite d'aller tout au bout d'un process et de vous rendre compte qu'à la fin, en fait, c'est pas du tout le poste qui est attendu. Donc, questionnez encore vraiment, même si vous faites chier, même si c'est relou, même si les personnes en face vont se dire non mais c'est pas possible, c'est quoi toutes ces questions, c'est pas grave, allez-y, vraiment, posez vraiment tous vos critères, un peu comme un agent, quand vous cherchez un appart, vous faites chier, l'agent immobilier, c'est pareil en fait. À un moment donné, vous investissez sur un poste comme vous investissez dans une maison. C'est important vraiment d'aller chercher en fait les incohérences sur plein de sujets. Après, il y a aussi les biais, donc ça, moi aussi, c'est un vrai problème que j'ai aussi, clairement. Je pense que peut-être tous, tout à chacun, c'est quand on a tendance à se dire, tiens, là, j'y vais pas, ça ressemble trop à un sujet pété que j'ai fait par le passé. Je préfère pas du tout y aller. Et des fois, en fait, il y a des ressemblances, que ça soit d'attitude, de mots, de wording, que ça soit même de contexte. Et en fait, ça n'a rien à voir. Et moi, je me suis retrouvée avec 2 belles surprises, typiquement à la rentrée, où je me suis dit, mais en fait, je suis super contente de travailler avec ces clients, alors que j'avais des gros red flags. Donc, c'est vraiment important aussi de pas faire trop travailler vos biais. Et c'est là la valeur du questionnement aussi, c'est à un moment donné de faire sauter les biais que vous pouvez avoir. Les compromis aussi, ça, j'en ai un petit peu parlé tout à l'heure. Entre qu'est-ce que vous voulez vraiment pour un instant T en fonction de vos contraintes, est-ce que vous voulez pour après. Donc des fois il y a des étapes à franchir quelque part par rapport à une prise de poste, et ensuite concernant le statut freelance ou pas, là c'est pareil, posez-vous la bonne question de pourquoi vous voulez vous mettre à votre compte. C'est pas juste une question de salaire, c'est pas juste une question de statut, c'est aussi qu'est-ce que vous voulez apporter à l'entreprise. Et j'ai envie de dire qu'il y a des structures qui vont faire appel à du freelancing pas pour les mêmes raisons que par rapport à un CDI. Et des fois des gens ils confondent, ils ont la posture d'un CDI pour prendre un poste de freelance, alors que c'est pas du tout la même façon, en tout cas, de se présenter, de se positionner sur le marché, de parler de soi, etc., etc. Donc ça, c'est vraiment important de se dire pourquoi je veux faire freelance, et si je suis prêt à faire les deux, pourquoi aussi, parce qu'il y en a, ils sont pas fermés à un statut, ils sont prêts à faire les deux, mais il faut avoir conscience que clairement, si vous visez l'un comme l'autre, on ne vous attend pas quelque part sur la même chose par rapport à une opportunité donnée. Tu veux rajouter quelque chose du coup par rapport à ça? Non, c'est vrai, voilà, c'est juste on en a parlé plusieurs fois avec Shirley, c'est vraiment que voilà, quand on se met à son compte, il faut avoir conscience qu'en fait qu'on est vraiment un entrepreneur. Donc on va attendre aussi qu'on ait, alors ça va pas être le cas pour tout le monde, mais on attend une certaine flexibilité sur certaines choses, avoir peut-être un matériel, voilà, il y aura des choses qui vont être différentes, et on va aussi attendre de vous, vu que vous êtes aussi chef de votre propre entreprise, que vous ayez justement une vision business, une compréhension des enjeux, etc. Typiquement en ce moment, avec ce qui se passe, on va attendre quelque chose de différent. Et il faut aussi être à la hauteur. On peut pas être ni son propre commercial, ni son propre gestionnaire. Et c'est vrai qu'à ce moment-là, il y a aussi des situations où il faut être prêt en fait à gérer tous les aspects. Alors, mais voilà, ce que je veux dire, c'est qu'il faut quand même en avoir conscience, parce que dès qu'il y a un petit coup de moins bien, comme en ce moment, c'est beaucoup plus difficile. Voilà. Ensuite, alors là, du coup, par rapport, alors nos petits conseils. Alors du coup, moi, je voulais parler de ça pour les entreprises, parce que je voulais plutôt prendre ma casquette, on va dire, à ce niveau-là, plutôt RH. Donc, quand je dis RH, c'est aussi avec en fait la totalité du parcours d'un collaborateur à partir du moment où il rentre jusqu'au moment où il part de l'entreprise, et que l'ensemble de cette chaîne doit être quelque chose de positif. Donc, en effet, voilà, il y a cette fameuse prise en considération de l'équilibre vie pro, vie perso. Donc, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui est vraiment de plus en plus important. Il faut vraiment le prendre en compte, que ce soit la géographie, enfin voilà, il y a énormément de choses. Mais ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, on fait plus forcément passer son job en se disant on s'y adaptera. Non, on a aussi, voilà, c'est un ensemble. La politique salariale à revoir. Alors, du coup, je vais reprendre un peu mes petites notes. Politique salariale à revoir. Il y a plusieurs choses. Il y a justement voir justement en fait ce qui est du fixe, ce qui est du variable, ce qui va être, il y a toutes sortes de choses, ce qui va être les avantages, parce qu'aujourd'hui on peut avoir aussi des avantages, je sais pas, on va dire une crèche, quelque chose comme ça. Enfin voilà, c'est des avantages qui sont quand même très importants et qui peuvent être rassurants. Et puis après, donc quand on avait parlé aussi de politique salariale, c'était aussi justement pouvoir être capable en fait d'équilibrer en fonction de il y a des personnes qui vont être en interne, il y en a d'autres qui vont être en prestation, il y en a qui vont être en remote et qui vont être en région, etc. Comment justement on fait en sorte d'avoir une politique de rémunération qui prévoit en fait
une certaine équité sur l'ensemble de la population de la société, alors que chacun a peut-être un contexte différent. Et c'est ça en fait qui est assez difficile. Et si on borde pas dès le début et qu'on fait, on va dire, au coup par coup, très vite on va se retrouver en fait avec Jean-Paul qui a tel avantage et puis Micheline qui a tel avantage, etc. Et du coup voilà, c'est très compliqué. Donc je pense que voilà, c'est très important en fait d'être clean dès le début et d'avoir conscience que voilà, si on a un panachage de personnes, de personnalités, de statuts, etc., il faut déjà l'avoir anticipé. Ensuite, le contenu du job, là, pour le coup, c'est vrai, ce qui est important, et nous, on s'en rend compte, c'est qu'on voit aussi beaucoup de candidats, en fait, qui ont pris un poste, qui sur le papier était top, ils ont fait le process, ils ont fait 2 mois, 3 mois, puis ils ont mis fin à leur période d'essai parce qu'en fait, voilà, le contenu, ce qu'on leur a vendu, c'était pas du tout ce qu'ils faisaient sur le moment. Donc ça, typiquement, voilà, ça peut être une grosse déception, et c'est quelque chose qu'on voit beaucoup. Les fiches de poste, voilà, elles sont, alors, on fait des belles annonces hyper séduisantes, hein. On voit plein de trucs sur Internet, comment faire une super annonce pour super bien recruter. Ouais, mais une fois que la personne est venue, il faut aussi qu'elle ait envie de rester parce que l'annonce correspondait à la vérité. Et ça c'est aussi un point qui est aussi important. Après, voilà, il y a tout ce qui est parcours collaborateur. Donc ça, c'est vraiment pour moi quelque chose qui est vraiment très important aujourd'hui. Le parcours collaborateur, c'est vraiment comment on va faire pour le bien-être en entreprise. Et là, je parle pas du fait d'acheter des bonbons et de mettre des baby-foot. C'est vraiment, c'est bien, c'est cool, hein. S'il y a un baby-foot en plus, on est content. Mais voilà, c'est pas le but. Non, le but, c'est voilà, faire en sorte que, à partir du moment qu'il y a un onboarding, vraiment, que la personne se sente en confiance, que ce soit, voilà, qu'il y ait autant des mentors techniques que des mentors, on va dire, sur d'autres parties pour les soft skills, etc. Qu'au fur et à mesure, on sache aussi s'il y a des formations qui sont prévues, s'il y a des choses qui sont prévues. Voilà, c'est vraiment un parcours global. Aujourd'hui, voilà, est-ce que il y a des jours en plus pour un congé maternité, un congé paternité, enfin voilà, toutes ces choses-là. Le parcours collaborateur, c'est vraiment quelque chose qui doit être tracé et qui aujourd'hui, en fait, de plus en plus de candidats, en fait, ont des questions sur comment ils seront dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, et c'est comme ça qu'ils vont choisir. Peut-être que vous vous dites que voilà, de toute façon dans 2 ans ils seront partis, donc peu importe, on va le mettre en place. Eh bien pas forcément, donc voilà, c'est quelque chose d'important. Voilà, après c'était pour le mixer les statuts. Ce qu'on s'était dit avec Shirley, c'est qu'aujourd'hui, Shirley, c'est quelque chose qu'elle fait beaucoup, justement, de construire des équipes. Aujourd'hui, construire des équipes, ça peut être justement bien, comme elle disait tout à l'heure, c'est qu'aujourd'hui, on va pas recruter un CDI, un prestataire ou un freelance pour les mêmes choses. Et une équipe, en fait, avec différents types d'horizons, d'hommes, femmes, de techno, de matière, de méthodos, ce genre de choses, ça peut permettre d'être un peu plus, de mieux fonctionner. Et puis, bien évaluer techniquement, moi, c'est quelque chose, pour le coup, que j'ai beaucoup pu voir dans les sociétés où je suis passée. C'est vrai que avoir un bon process d'évaluation technique. Alors évidemment, vous en tant qu'entreprise, ça vous permet déjà de pas vous tromper, ça c'est important, mais ça permet aussi d'attirer. Parce que voilà, une société qui va juste envoyer un test, un QCM, etc., ça va être un peu léger. Quand déjà on est une société où on a construit déjà un test, on fait un peu de pair programming, on a la possibilité en tant que candidat de rencontrer des personnes, donc de se projeter, de voir éventuellement des gens qui pourraient être notre mentor, de voir que vraiment la technique, on lui donne vraiment une vraie valeur. Ça aussi, c'est tout simplement, en fait, c'est un argument pour séduire les candidats. Et après, voilà, au niveau candidat, nous, nos recommandations, c'est tout simplement, entretenir son réseau et sa réputation. Alors, je sais que, voilà, quand on est développeur ou développeuse, on est vraiment, voilà, on reçoit vraiment beaucoup de sollicitations. On a tous des copains-copines qui ont viré leur LinkedIn, etc., parce qu'ils en pouvaient plus d'être harcelés, etc. Mais c'est vrai que c'est pas mal quand même d'être un peu visible, voilà, ou d'être un peu visible, de se montrer. Alors ça peut être dans les meet-up, parce qu'il y a des meet-up dans la totalité de la France, mais ça peut être différents types de choses. Mais voilà, entretenir son réseau et sa réputation. Et comme le disait Shirley en plus tout à l'heure, avec les réseaux, justement, dans le cadre de recrutement, il y a de plus en plus de prises de référence sauvages. C'est-à-dire que voilà, quand on est candidat, on va mettre dans son CV, vous pouvez contacter Jean-Paul ou Micheline. Oui, évidemment, parce qu'on donne le numéro, ça s'est bien passé avec eux. Mais aujourd'hui, la plupart, en fait, ils regardent, s'il y a des connaissances communes, ils vont, puis ils font des prises de référence sauvages. Normalement, c'est pas hyper légal dans un process, mais les gens le font de plus en plus. Donc voilà, essayez de bien entretenir ça. Structurer son positionnement. Donc là, après personal branding, voilà, justement, ça va aussi avec, c'est-à-dire que, voilà, si on a un état d'esprit par rapport à ce qu'on veut, etc. On va pas aller non plus liker
des publications sur d'autres sujets, etc. Il faut qu'on ait l'air entier, que du coup, la société qui a envie de travailler avec nous sache que derrière, il y a aussi un système de valeurs, il y a aussi quelque chose d'assez solide. Et enfin, du coup, prendre le temps. Donc là, c'est ce que Shirley a appelé slow recruitment, mais c'est à peu près ça. C'est en gros, aujourd'hui, prendre vraiment le temps de trouver la bonne société. De la même manière, on a dit aujourd'hui que les entreprises prennent plus de temps à choisir. Vous aussi, prenez le temps. N'hésitez pas, à aller passer des entretiens, à regarder, à contacter aussi. Quand vous voyez, vous passez un entretien dans une société, les réseaux servent à ça aussi, contacter des personnes pour savoir comment ça se passe en interne, etc. Prenez le temps. Je pense que aujourd'hui, si on a envie justement d'avoir un bon équilibre du pro du perso, d'avoir un job qui va avec ses valeurs, je pense qu'aujourd'hui il faut aussi s'en donner les moyens et pas se précipiter. Alors, juste un petit point par rapport au mixer les statuts. Moi, c'est un vrai sujet de combat que je mène avec tout un tas de startups qui, en fait, un beau matin se disent tiens, il faudrait quand même que j'ai mon référent technique et j'ai besoin immédiatement en CDI. Alors déjà, il faut leur rappeler une réalité aux startups, c'est que les CDI, c'est 3 mois de préavis et que des personnes, elles vont pas arriver quand il n'y a rien, en fait. Je sais pas comment expliquer ça, mais du coup, de faire venir, par exemple, des mix freelance CDI, c'est déjà d'une part d'avoir des personnes tout de suite disponibles, puisque les freelances, pour le coup, c'est 1 mois de préavis, des fois, elles sont tout de suite disponibles. Et c'est des personnes qui vont tout de suite aussi poser les bases avec une certaine, maturité, une expérience technique, etc., et qui vont du coup donner envie au CDI de venir. C'est un petit peu comme le principe de l'appartement. Encore une fois, j'ai un problème avec ça, mais c'est une réalité, c'est que, en fait, il y a à un moment donné, ok, je veux bien venir dans un truc où il n'y a rien en location, mais acheter une maison, je dirais pas, c'est rien. Et des fois, de mettre vraiment les bases avec de la technique, des gens en prestation qui, à un moment donné, vont faire les évaluations aussi, parce que moi, j'ai déjà vu des équipes de prestats qui étaient là aussi pour faire les évaluations techniques des candidats. Et du coup, ça donne envie parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont avoir des collègues qui vous créent du lien social. Vous qui, justement, voulez du présentiel, en fait, là, il y a quand même des collègues, un Slack, même à distance, etc., pour se dire, tiens, à un moment donné, si j'ai des questions, j'ai besoin de progresser sur tel sujet, je suis pas tout seul, le seul référent technique ingénieur qui, à un moment donné, on demande de tout, mon émerveille sur le projet d'entreprise. Là, au moins, il y a d'autres personnes. Donc, c'est en ce sens où le mix freelance CDI, c'est non seulement pour votre image, c'est pour votre projet, il faut qu'il avance à un moment donné, parce que 3 mois de préavis plus je sais pas quoi et plus le temps de trouver quelqu'un, ça on en parle aussi, ça c'est des fois c'est des process qui durent 6 mois. J'ai vu un post une fois, c'était 3 ans depuis 2016, il le charge le bonhomme ou de la personne. Bon, bref, tout ça pour dire que vraiment, à un moment donné, c'est quoi que vous voulez, quoi. Si à un moment donné vous avez un problème de business, prenez des gens pour vous faire avancer le business. Vous voulez des gens justement qui sachent parler business, sachez aussi vous-même parler business, et donc prendre des gens qui vont vraiment travailler sur votre projet d'entreprise, qui vont faire grandir l'équipe aussi et qui vont sélectionner les bonnes personnes. On en parle encore aussi du casting. Des fois, quand il y a des gens tech qui savent bien sélectionner les personnes, ni plus ni moins, ça fait grandir une équipe. Donc, là, c'est un cas typique où récemment, j'ai exactement fait ça, 5 personnes au total, 6 même maintenant, et il y avait du freelance, du CDI. Les gens, en fait, quand ils sont en poste, ils sont connus totalement du statut de l'un et de l'autre, mais ils sont dans une équipe, ils kiffent, il y a des gens de bon niveau, avec des personnes qui sont seniors, etc. Ça donne aussi envie aux plus juniors aussi d'intégrer le projet de l'entreprise. Donc ça, mixer les statuts, on parle de crise aujourd'hui, on dit que c'est la loose, on en parlait au début, la question elle est vite répondue, prenez des freelances. Voilà. Et puis aussi, petit point important, personal branding. Ça, c'est mon dernier point, promis, après je ferme ma bouche. Mais c'est vrai qu'à un moment donné, on ne fait pas appel aux freelances pour les mêmes raisons que le CDI. Le CDI, plus vous savez faire de choses, plus c'est cool en fait, c'est ce qu'on appelle la gestion prévisionnelle de compétences. Une personne fait le travail de 3 personnes, c'est génial. Caricature, mais c'est pas loin de ça. Un freelance, en fait, on va tout de suite le dire, tiens, on veut une personne qui, à un moment donné, pallie à une compétence technique qui manque dans l'équipe. Et donc, du coup, il faut avoir un vrai positionnement technique. Et donc là, j'en viens aux 4 sujets sur lesquels on appelle au freelance, c'est l'écosystème technique. Est-ce que vous le maîtrisez? Est-ce que vous avez un vrai positionnement? Écosystème front-end, performance web, scalabilité, bon bref. À un moment donné, il faut que vous arriviez avec en mode plug and play, t'arrives dans l'équipe, c'est bon, le travail doit être fait, quoi. Des freelances qui arrivent en disant, tiens, je veux apprendre une nouvelle techno, sachez que ça, c'est un signal direct, un TJ à moins, je sais pas combien, quoi. Donc, ça, vous pouvez faire ce choix-là, mais il faut en avoir conscience et puis aussi bien travailler votre positionnement. Et puis après, le deuxième cas où on appelle un freelance, c'est souvent quand il faut faire démarrer depuis zéro.
C'est-à-dire que voilà, tu es une entreprise, tu sais pas trop où tu vas. Tu dis, tiens, mon bateau, il va vers là, mais bon, peut-être qu'il y aura un iceberg devant, on sait pas trop. Bon, bref. Et donc, du coup, tu dis, tiens, je vais prendre une personne qui va me bâtir toute la base. Alors, c'est pas toujours très propre. Je vous dis franchement, il y a des fois des contextes où je dis, voilà, bon, bref, j'irai pas dans les détails, et donc, ça peut être intéressant parce qu'il y a quand même plein de choses à faire. Là, pour le coup, le côté un peu full stack, vous savez tout faire, c'est pas mal. Et puis après, le troisième cas, c'est vraiment du corporate hacking. On fait appel à des coachs, à des gens, à un moment donné, qui vont faire secouer l'entreprise un petit peu sur des sujets, voilà, des fois de business, d'agilité, des sujets autour justement des bonnes pratiques de développement, de management aussi, ça peut arriver. Et donc là, la personne, plus elle a du benchmark et des missions courtes derrière elle, plus c'est intéressant parce qu'elle arrive avec une track record en mode voilà, moi je vous conseille plutôt d'aller vers cette direction parce que moi je l'ai connue dans mon ancienne expérience. Bon, sans prétention, bien évidemment, c'est un petit peu peut-être ce que je fais avec justement le fait de benchmark de plusieurs entreprises. Je peux plus facilement conseiller les entreprises parce que j'ai du comparatif. Là où un recruteur en interne en aura peut-être un petit peu moins. Et donc ça, c'est un exemple. Et puis le quatrième cas de figure, on fait appel à la freelance, c'est pour du salariat déguisé, on va pas se mentir non plus, où là vous faites appel à des... je sais pas comment dire ça. Tout un tas de plateformes de référencement et en fait vous êtes juste une variable d'ajustement et donc quand ça pète comme là en pleine crise, vous êtes une variable économique et donc l'idée c'est de dire ciao bye bye, on descend du bateau. Mais bon, cela dit, il y a quand même des missions salariés déguisés qui sont très très intéressantes, des grandes banques où vous pouvez faire des choses super intéressantes. Il faut en avoir conscience et des fois votre valeur n'est pas toujours valorisée à ce que vous savez faire mais à votre prix, c'est en gros le moins cher possible. Voilà, donc c'est très caricatural les 4 sujets que je viens de vous dire, mais ça veut dire que quelque part à travers ce que vous voulez faire, vous n'allez pas parler de vous de la même façon. Des fois, il y a des structures où vous allez bien questionner, j'en parle juste avant, tout à l'heure, en disant le questionnement, c'est très important. Et ça fait que derrière, vous allez vous positionner dans le discours en fonction aussi de ce qu'on vous présente en face. Et des fois, les gens, ils ont besoin d'un dev, mais en fait, ils ont besoin d'un coach. Et donc, le questionnement, hop, dans votre tête, ça doit tout de suite être une sorte de gymnastique et intellectuelle. Tiens, je vais plutôt parler de ce que je sais faire sur cette partie-là, ou au contraire, ne pas du tout y aller parce que ça vous correspond pas. Mais c'est très important de pas dire, je propose juste un dispo stack et TJ, là pour le coup vous êtes vous-même un boucher avec vous. Donc là c'est pas très très intéressant. Mais vraiment le personal branding c'est ça aussi, c'est parler de bien de vous et de bien aussi aiguiller votre recherche et de faire travailler évidemment le réseau. Plus vous êtes recommandé par des CTO, plus c'est bon signe. Par vos collègues c'est très bien, mais si voilà une personne qui est à la direction CTO ou directeur général d'entreprise vous recommande un autre directeur général, là je peux vous dire que vous avez gagné. Voilà. Et je pense que ça sera tout pour moi. Désolée, oui, non, mais là du coup justement on arrive. Alors je pense que François va nous dire. Là, on arrive ça fait 1 heure que ça a commencé. Ouais, il est 7h30. Donc nous on a terminé en gros. Voilà, on a terminé notre présentation. Et je voulais savoir, François, je vois qu'il commence à y avoir des petites questions sur le chat. Est-ce qu'on a un peu de temps pour y répondre? Comment est-ce que ça se passe? Alors, je crois que François, tu as coupé ton micro. Et François, il était en train de mettre de la musique et tout. C'est bon, voilà. C'est bon ou pas? Ouais, c'est parfait. Ouais, c'est bon. En fait, moi, j'avais une petite question toute simple là déjà. Ce qu'on lisait avec le confinement, que le marché du recrutement était en chute libre. Quel est son état aujourd'hui? Est-ce que vous voyez une situation vraiment de catastrophe ou est-ce qu'au bout du compte, on recommence à recruter? Alors moi, de mon côté, en tout cas, ce que je vois, parce qu'on on est sur des postes un peu différents, et moi, de ce que je vois, c'est que ça redémarre. En revanche, ça redémarre à horizon automne. C'est-à-dire que, comme je disais en fait en introduction, ce qui a été difficile, c'est que cette crise est arrivée et au moment où on aurait pu commencer à en sortir, on arrive dans la période qui, tous les ans, de toute façon, juin, juillet, août, jusqu'à en gros mi-septembre, c'est déjà difficile d'intégrer, de commencer des missions. Enfin, dans tous les cas, c'est déjà plus difficile. Donc, en fait, le fait qu'on enchaîne la crise sanitaire et une période qui est quand même une période de congé, même si cette année on va essayer de faire démarrer des trucs. Aujourd'hui, voilà, ça redémarre, mais c'est pour des démarrages septembre, octobre, donc ça reste quand même un peu compliqué. D'accord. Moi, étrangement, j'ai renouvelé tout mon portefeuille. Alors, c'est vrai qu'il y a eu plein de projets arrêtés, je ne vais pas mentir du tout. Mais par contre, il y en a plein de nouveaux, mais en mode équipe. C'est-à-dire que je recrute une équipe de 5 personnes pour cette année et l'année d'après. Et donc, finalement, ce n'est pas complètement arrêté. Après, c'est vrai qu'effectivement, je dois avouer que c'est quand même aussi plutôt orienté start-up.
plus que véritablement grand groupe, grosse structure. Alors, peut-être qu'aussi c'est mon positionnement, je sais pas si je peux parler au nom de tous les recruteurs, ça serait un petit peu mentir. Et c'est en ce sens aussi que quelque part je fais le constat de la stack aussi JS qui ressort, c'est par rapport aux besoins que j'ai pas fait plus que ça de sondage. Et effectivement, je vois les questions, le Rust aussi, il est très très demandé par les candidats, mais il n'y a aucune opportunité peut-être à l'international sur le sujet. Et je trouve ça assez étonnant. Mais concrètement, c'est pas complètement à l'arrêt. J'ai connu quand même le marché du travail en tant que candidate en 2008. J'ai l'impression que c'est quand même pas tout à fait la même chose, parce que là, ça a été vraiment un problème de toxicité, même dans la trésorerie des entreprises. Là, j'ai l'impression que il y a 2-3 projets qui ont été arrêtés de façon forcée, de façon presque artificielle, et donc pour certaines entreprises, il y a des marchés qui ont repris doucement. C'est clair que c'est pas là, j'ai typiquement une boîte où elle m'a dit, la moitié de ces projets reprennent et pas 100% de leurs projets. Donc, on est vraiment sur une sorte on tâtonne vachement beaucoup, et il y a de l'incertitude, et ce qui fait que c'est que ce contexte d'incertitude entraîne une sorte de recrutement vraiment flou, c'est-à-dire qu'il y a des gens, ils vont dire, tiens, je vais prendre du freelance en mode période d'essai déguisé, on sait pas trop où on avance, et puis finalement, si je peux les transformer en CDI derrière, ça serait pas mal. Donc ça, j'ai vu, mais bon, c'est un choix. Et après, il y a aussi effectivement le contexte où on recrute pas, mais on prend des contacts candidats. Donc ça, c'est pas non plus génial, mais en gros, on les note et puis à la rentrée, on les rappelle. Et puis, il y a ceux vraiment, en fait, qui vont aussi miser, ils vont prendre le risque avec des équipes, mais par contre, avec une sélectivité très, très forte. Et là, j'en viens aux juniors. C'est vrai qu'effectivement, ce sont ceux qui sont les plus pénalisés parce qu'il y a des seniors aujourd'hui disponibles. Là où avant, ils étaient très difficilement accessibles, si je peux me permettre, des gens plutôt expérimentés où on peut tout de suite les recruter. Là, ils se retrouvent en concurrence, en fait, avec les personnes juniors sur le marché. Et donc, les équipes, en fait, ce qui se passe, c'est qu'elles vont finir par dire, en fait, vu que je suis dans une incertitude, encore toujours pareil, je vais aller là où, entre guillemets, c'est de la solution de facilité, zone de confort, le senior qui est tout de suite disponible, qui va faire le travail, et du coup, les juniors se retrouvent pénalisés. Après, je dis pas que c'est complètement mort pour les juniors, loin de là, mais peut-être dans des équipes où les seniors seront recrutés et ils vont pouvoir après derrière, et c'est ce qui se passe typiquement dans des projets en recrutement, où il y a des seniors qui sont recrutés, et au moins on me dit, voilà, en septembre, début d'année prochaine, clairement, je suis prêt à prendre des juniors quand les seniors seront recrutés, et du coup, j'aurai suffisamment de staff pour former et intégrer des juniors. Donc, c'est pas tout de suite, mais plus tard. D'accord. En fait, c'était ma question suivante. Est-ce que ce genre de crise va vraiment favoriser effectivement entre guillemets le placement des seniors et donc au détriment un petit peu des arrivants, des reconvertis, ou est-ce qu'on va arriver à un équilibre mais que dans quelques mois? Je pense que c'est un équilibre dans quelques mois, surtout qu'elles veulent relancer la machine business, quoi. Aussi, c'est pareil, ça, c'est un sujet que j'entends souvent. Et donc, du coup, elles se disent, là, on n'a pas la bande passante pour former, ni l'argent, ni, et donc, c'est en ce sens où vraiment, ça m'a chagrine énormément pour les personnes en reconversion, c'est qu'en fait, elles se retrouvent vraiment pénalisées par tout un marché qui demande du delivery immédiat, en fait. Et c'est en ce sens aussi où même les PO, plein de métiers, de chefs de projet, etc., sont un peu mis en mode, on attend. D'abord, on veut du delivery, on veut que ça sorte, quoi. Alors, c'est pas contre, hein, mais c'est juste que ça fait que des juniors, en fait, ils vont arriver plus tard dans des équipes pour être accompagnés et formés. Après, là où quand même je nuance, c'est qu'il y en a, ils vont les recruter aussi pour de mauvaises raisons, c'est-à-dire que le salaire, il est aussi beaucoup plus faible pour des... Ça pareil, je cautionne pas forcément, mais c'est une réalité. Pour des personnes, par exemple, en reconversion, elles se disent, tiens, je vais miser, comme ça me permettra justement, entre guillemets, des fois de prendre de la diversité, mais pareil, pour être un peu plus en mode, voilà, je t'ai donné ta chance, donc tu restes. Et du coup, il y a un petit côté presque malsain des fois aussi pour les raisons pour lesquelles elles prennent des fois des gens en situation de vulnérabilité. Et après, moi, ce que je voulais plus ajouter, parce qu'il y avait la question de Florent, justement, pour les juniors, fin d'études, stage, alternance. Moi, de ce que je vois aujourd'hui, parce que j'ai aussi, je suis aussi en contact avec pas mal d'étudiants, etc. C'est qu'aujourd'hui, trouver un stage, c'est quelque chose qui est possible, mais trouver une alternance cette année, ça va être vraiment plus difficile, parce que les sociétés qui justement avaient envie de prendre des alternants, aujourd'hui, en termes de fonds, c'est assez compliqué. Donc je sais que l'État en a parlé, avait parlé de facilité pour prendre des alternances, etc. Bon, le truc, c'est qu'on est quand même déjà bientôt, on est fin juin, et donc pour les personnes qui voulaient commencer une alternance à la rentrée, moi je reçois énormément de
jamais. Il y en a beaucoup qui n'ont pas trouvé. Et là, pour le coup, je pense que ça va être dans les grands perdants et grandes perdantes de cette crise. Ça va aussi être, et pas uniquement dans le dev, mais vraiment toutes les personnes qui cherchaient des alternances pour la rentrée. Ça va être assez difficile, malheureusement. Ouais. Alors, il y avait une question aussi sur la situation, effectivement, Île-de-France et province. Oui. Alors, c'est très difficile de répondre à ça parce que sur ce que je vois, il y a quand même une disparité très très grande entre les métropoles en France. Certaines sont sorties du confinement un petit peu plus tôt, donc la machine redémarre un petit peu plus vite qu'en Île-de-France, ça c'est vrai aussi. Par contre, la situation du recrutement, pareil, hein, chute quand même assez importante. Moi, j'ai constaté, en échangeant avec un certain nombre de développeurs, et notamment développeurs freelance, les ruptures de contrats sont effectivement extrêmement nettes dans le freelance, ce qui a mis dans de mauvaises situations effectivement un certain nombre de personnes. Et quand on dit que c'est une variable d'ajustement, c'est vraiment une variable. Hein. Effectivement, on a vu ça. Après, je dirais que la situation varie vraiment énormément selon que la métropole ou la région est très technophile ou pas. Exactement, c'est ça. C'est ça. On ne peut pas comparer les villes par rapport à la taille ou par rapport à l'activité générale, mais voilà, il y a des villes qui sont vraiment des villes avec lesquelles enfin, nous, on s'en rend compte aussi parce que, par exemple, pour Newcraft, voilà, ou pour les conférences, on voit on voit de quelle ville, en fait, les gens vont venir, etc. On voit, voilà, il y a des villes qui sont plus actives que d'autres. Mais c'est vrai que nous, aujourd'hui, voilà, malheureusement, pour les gens qui nous suivent et qui sont en région et qui espéraient peut-être qu'on leur donne un peu plus d'informations là-dessus, nous, malheureusement, on n'est pas, voilà, on n'a pas les informations, on est un peu désolé. Toi, tu voulais dire quoi, François, par rapport à ça? Pardon? Tu voulais dire quoi sur les régions technophiles, tout ça? Tu étais en train de dire un truc sur les là-dessus? Oui, en fait, parce que généralement, ce sont des régions qui repartent plus rapidement que d'autres. Okay. Donc, on pense à Grenoble, on pense à Lyon, Nantes, pardon, Lille aussi, dans une moindre mesure. Voilà, donc ça va être effectivement un petit souci aussi à ce niveau-là. Moi, je voulais juste revenir donc sur les stacks techno en pointe. Bon, je dirais que c'est la grande tendance que l'on voit depuis 1 an ou 2 ans. Donc, c'est du JS, c'est du Scala, c'est du Python. Donc là-dessus, pas grand-chose à dire. Hein, c'est du standard. Voilà ce que je recherche les entreprises. Sur Rust, effectivement, bon, voilà, donc c'est un buzz, il y a des entreprises qui s'y intéressent. Parce que plein de tech adorent et même le langage en lui-même, il a montré aussi sa robustesse, etc. Et derrière, pourquoi personne ne est dessus? Ça, c'est vraiment. Pas de recherche vraiment d'emploi sur ça. Moi, je vois pas passer vraiment de recherche en compétences. Par contre, si vous voulez de l'aventure, moi, je vous conseille de vous remettre au COBOL, hein, parce que ça, c'est une valeur sûre. Grosse annonce. COBOL est mort depuis 50 ans, mais COBOL est toujours vivant. Donc, si vous voulez de l'aventure en écran vert, faites du COBOL. Peut-être qu'il faudrait le renommer un peu comme on a renommé CS2I en ESN, peut-être que ça se vendrait voilà. Mieux. Ça marche, d'autres trucs. Alors, il nous reste quelques minutes parce que je vois qu'on est là depuis quelques temps maintenant. Alors, je vais lâcher un petit peu les fauves. Donc, ceux qui veulent poser des questions directes ou déverrouiller le micro, on prend quelques questions et ensuite on clôture parce que c'était pas tout ça, mais il y a la soirée qui approche. Voilà, donc comme je suis le grand Manitou, je vais essayer de trouver le bon bouton. Voilà. Je m'en vais. Et évidemment, je peux pas le faire. Il fallait le bug technique de la soirée. Je veux dire, c'est non, en fait, je ne peux pas le faire. Voilà. En tout cas, on va essayer dans un autre meet-up. Écoutez, merci à tout le monde. Peut-être que mettre une question, 2-3 questions dans le chat, peut-être, non?
Voilà. Je crois qu'on aurait. Sinon, dans la présentation, on a aussi mis nos merci à vous. On a aussi mis nos Twitter. Donc, n'hésitez pas, si vous avez des questions, à nous contacter sur Léo et moi. On sera aussi un plaisir de vous répondre. On est là pour ça aussi. Donc, merci aussi à tous. Merci François aussi de nous avoir sollicités. Je vous en prie. Très, très bonne soirée à tout le monde. Et puis, à très bientôt. Au revoir. Merci. Bonne soirée tout le monde. Ciao. Bisous.